Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Bien commun podcast, un podcast où est-ce qu'on se pose différentes questions afin de mieux comprendre différents enjeux environnementaux du 21e siècle. Donc aujourd'hui, on a été, encore une fois, très bien accompagné par Philippe Langlois, un consultant en efficacité énergétique, et on tentait de mieux comprendre un peu c'est quoi l'efficacité énergétique, à quel moment est-ce que ça nous touche. Donc, on a su répondre à cette question-là avec lui. Eric, je vais te laisser faire le topo de notre rencontre avec Philippe. Certainement. Merci pour la passe sur la palette. Dans le fond, c'est ça. Ce qu'on a appris, en gros, je pense qu'on voulait vraiment juste définir c'est quoi l'efficacité énergétique parce que ça semble un petit peu nébuleux, tu sais. Puis, tu sais, en gros, moi, la manière que je définirais de manière super simple, c'est qu'en gros, ça permet de faire la même chose avec moins d'énergie. Fait que une activité quelconque qui consomme de l'énergie, c'est de le faire, mais avec moins d'énergie. Fait que juste de mieux le faire, en gros. Puis, tu sais, ultimement, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que l'efficacité énergétique, là, ça s'applique à nos domiciles, notre maison, notre logement. Ça s'applique à nos déplacements. Notre voiture aussi sont de plus en plus efficaces au niveau énergétique. Puis, ça s'applique aussi aux industries. Fait que milieu manufacturier, toutes sortes d'industries, ça peut être l'agroalimentaire, par exemple, également. Puis, finalement, tu sais, ce qu'on veut dire, tu sais, on axe le podcast vraiment sur l'environnement. Puis, c'est super bon de réitérer un petit peu c'est quoi le rôle de l'efficacité énergétique par rapport à ça. Puis, ultimement, l'efficacité énergétique, une chose est sûre, c'est que ça joue un rôle clé dans la décarbonation de la société. Oui, je pense que ça résume bien notre entretien avec Philippe. Yes. Donc, bonne écoute tout le monde. Bonne écoute. Bonjour Philippe, ça va bien? Salut les gars, ça va vous autres? Ouais. Bienvenue à Bien commun podcast. Merci pour l'invitation, bien apprécié. Merci d'avoir accepté. Donc, je vais te laisser tout d'abord te présenter un petit peu, nous parler de ton background, nous parler un peu de toi. Ouais, cool. Philippe Langlois, je suis consultant principal chez Econolaire. Econolaire, on est une firme spécialisée en efficacité énergétique. Ça fait un peu plus de 40 ans qu'on œuvre puis on s'attaque aux barrières à l'efficacité énergétique. Évidemment, j'ai pas 40 ans, là. Ça fait pas 40 ans que je suis dans le domaine, mais je connais ça quand même depuis un certain temps. Là. Ça fait à peu près, je vous dirais, peut-être 5 ans que je travaille en mécanique du bâtiment et en efficacité énergétique. OK. Donc voilà, j'ai travaillé avant avec une firme de génie conseil, puis là, je suis rendu chez Econolaire depuis à peu près quelques mois, mais... Cool. C'est parfait, ça. Je pense que tu vas être la bonne personne pour répondre à nos questions aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le sujet qu'on veut aborder, c'est l'efficacité énergétique. Yes. Donc là, on peut commencer tout de suite. Tu me laisses y aller? Vas-y, Eric. Vas-y. All right. Bon, moi, la question bien simple que j'aime poser d'entrée de jeu par rapport à nos sujets, c'est quoi notre sujet? Donc, dans ce cas-ci, concrètement, ça se trouve être quoi l'efficacité énergétique? On en entend beaucoup parler, mais c'est quoi concrètement? L'efficacité énergétique, je vous ai sorti la définition de l'Office de la langue française, mais on va la rendre aussi un petit peu plus vulgarisée. Là. Okay. L'Office de la langue française, ça dit la capacité de maximiser un rendement énergétique tout en utilisant un minimum d'énergie. OK. Ah, c'est pas plus, c'est quand même c'est pas trop long. C'est quand même accessible. Ouais. C'est pas trop long. Mais ce que j'aime dire, c'est que c'est faire le même travail avec le moins d'énergie possible. Donc, c'est pas de réduire ou de changer nos habitudes, c'est vraiment d'utiliser l'énergie de façon plus efficiente, donc pour faire le même travail. Si on pense, par exemple, à du déménagement, quand on utilise, mettons, un diable ou une rampe, on fait le même travail, donc on déménage le même objet plus efficacement. Donc, c'est un peu le même concept. Si on regarde l'éclairage, par exemple, on revient un petit peu vers l'efficacité énergétique qu'on connaît. Ouais. L'éclairage, en fait, si on utilise des LED, on fait le même éclairage avec moins de watts, donc moins d'énergie. Simplement par la nature du luminaire qu'on choisit. Justement, nous, ce qu'on perçoit, c'est le même résultat, mais ultimement, ça requiert moins d'énergie. Exactement. Donc, il y a moins de déperdition par la chaleur, par exemple, pour l'éclairage. Puis là, on est vraiment concentré, toute l'énergie qu'on utilise, ou le plus d'énergie possible, c'est de l'énergie utile, et il y a moins de pertes à ce moment-là. OK. Puis là, on parle de LED. Ça serait quoi les autres exemples dans lesquels l'efficacité énergétique interviendrait, qui nous touche en tant que citoyen? Il y a aussi l'exemple, par exemple, les voitures. Les voitures, quand on a des moteurs qui sont plus efficaces, fait que maintenant, les technologies font qu'ils utilisent moins d'essence qu'on utilisait la consommation en litres par 100 km, par exemple. On le voit de plus en plus. Bon, là, c'est sûr que quand on monte de type de véhicule puis qu'on rajoute, mettons, un VUS versus un véhicule standard, là, ça consomme un peu plus. Mais chaque type de véhicule en soi est de plus en plus efficace. Ouais, je confirme. Moi, j'ai un Matrix 2006, là, puis ça consomme quand même
Oh, ben presque autant que certains VUS là, de nos jours. Là. Fait que, ouais. Fait qu'il y a les autos. Sinon, il y aurait quoi d'autre dans la maison? Les bâtiments, c'est une grosse partie. J'avais sorti aussi les différences. Dans le fond, il y a les bâtiments, il y a le transport et l'industrie. C'est les 3 grandes catégories là, qu'on a au Québec qui consomment. Dans lesquels, justement, il y a place à faire de l'efficacité énergétique? Ouais, exact. Fait qu'au niveau des bâtiments, c'est tout ce qui est HVAC, donc chauffage, ventilation, climatisation. Ça peut être l'éclairage, ça peut être les charges aux prises, tout ce qui consomme de l'énergie, donc de l'électricité ou du gaz naturel. OK. Au niveau des transports, ben là, c'est souvent le combustible qu'on utilise pour faire fonctionner les véhicules. Donc là, ça revient au moteur plus efficace? Exact. On est plus efficace. Aussi, le fait que les véhicules sont plus légers, ça aide aussi à rendre ça plus efficace. Tu sais, dans le fond, le but d'un véhicule, quand on revient sur la définition, c'est de faire le même travail. Donc, c'est de se rendre du point A au point B. Donc, si on est capable de le faire le plus efficacement possible, c'est de l'efficacité énergétique. Okay. Puis au niveau des industries, je pense que c'est le 3e point. Ouais. Là, je comprends qu'il y a beaucoup d'industries, là, mais ça peut ressembler à quoi plus au niveau des industries, c'est pas mal le plus gros consommateur qu'on a au Québec, les industries avec le transport. Puis les industries, dans le fond, on peut parler de tout ce qui est la production de matériel, tout ce qui est procédé. Donc, ça peut être les pâtes et papiers, par exemple. Il y a beaucoup de pertes dans l'industrie, dépendamment des procédés. Puis comment on est capable de réutiliser ces pertes-là, ben ça, c'est de l'efficacité énergétique, ou comment on est capable de minimiser ces pertes-là. Donc, par exemple, ça pourrait être la récupération de chaleur. On parle, par exemple, des incinérateurs. À Québec, on a un incinérateur. On est capable de réutiliser la chaleur que c'est émis pour créer de la vapeur, pour chauffer des bâtiments avoisinants. Donc ça, c'est des exemples d'efficacité énergétique. C'est ça, le déchet ou l'extrait d'un procédé ou d'un processus peut être carrément l'intrant ou la matière première d'un autre. Oui, exact. Ah, ouais. Puis il y a un autre exemple aussi à Québec, le centre de glace, quand il y a des arénas. Des arénas, c'est, vous comprenez qu'il faut faire du froid. Du froid, ça n'existe pas, c'est de la chaleur. Donc, il faut prendre la chaleur d'une place qu'on veut refroidir et la transmettre ailleurs. OK. Donc, c'est comme retirer de la chaleur, dans le fond? Oui, exact. Donc, un aréna, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est essayer de retirer la chaleur de l'enceinte pour faire la glace. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec cette chaleur-là? On peut soit la pitcher dans l'atmosphère. Elle est perdue à jamais. Ça, elle est perdue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est capable d'essayer de la réutiliser pour les vestiaires, pour les aires communes. Puis, le centre de glace à Québec, si je me souviens bien, ils ont un projet où est-ce qu'ils veulent redonner de la chaleur à des bâtiments autour. Donc là, il y a un réseau souterrain qui permet d'aller porter de l'eau chaude pour aller chauffer les bâtiments à côté. Donc ça, on est vraiment dans la récupération de chaleur. Puis ça, c'est de l'efficacité énergétique. Puis j'ai en tête, moi, je viens de la Rive-Sud de Québec, puis je pense qu'ils veulent construire un gros centre de données justement sur la Rive-Sud. Puis ça, c'est le genre d'infrastructure qui va générer énormément de chaleur. Fait que là, ça devient d'autant plus intéressant d'aller rechercher cette chaleur-là pour la réutiliser. Ailleurs, dans le fond. Parce qu'on est capable de faire des développements autour, mettre d'autres industries qui, eux autres, ont besoin de cette chaleur-là. C'est des questions qu'on peut se poser, effectivement. Mais moi, j'ai une question qui me vient en tête, parce que dans le sens, de la chaleur, c'est comme immatériel, mais mettons, comment tu fais pour récupérer la chaleur, mettons, de ton aréna? Je veux dire, c'est quoi? C'est un système de tuyauterie qui fait en sorte qu'on est capable de la canaliser puis de l'acheminer où ce qu'on veut? Ouais. En fait, quand tu fais du froid, là, pour un aréna, par exemple, c'est des tuyaux d'eau refroidie qui passent sous la glace. Et c'est ce qui permet de refroidir. Donc, c'est des réseaux d'eau avec du glycol pour pas que ça gèle. OK. Parce qu'il faut que ton liquide soit inférieur à 0 degré Celsius. C'est ça. Donc, ton eau qui est sur ta glace, elle va geler, mais après ça, ton eau qui passe dans les conduites qui sont sous ta glace, eux autres sont au glycol. Donc, on met une petite composante dedans pour pas que ces tuyaux-là gèlent et pètent. Là. C'est pas ça le but. Dans le fond, ce circuit-là, il y a un échange de chaleur qui se fait avec un autre circuit qui est un réseau d'eau. Un réseau d'eau chaude. Donc, ton chaud et ton froid viennent s'échanger leur chaleur et ton réseau de chaleur, lui, après ça, peut être distribué ailleurs. Il y a des équipements et des technologies qui te permettent de booster un peu là, ces températures-là. Quand on parle de thermopompe, c'est ce concept-là. C'est un concept thermodynamique qui te permet de prendre un échange de chaleur entre deux fluide, que ce soit de l'eau ou de l'air, par exemple. Puis ça vient via la compression d'un fluide, d'un réfrigérant, venir faire un échange de chaleur.
Ah ouais. Ok. C'est le même principe avec les frigidaires, j'imagine. C'est tout agent exactement le même réfrigérant. concept avec les frigidaires. Exact. Puis là, on parle d'eau chaude. Tantôt, tu disais qu'on prend cette eau-là puis on l'envoie ailleurs. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est de l'eau et non de l'air? C'est une bonne question. Est-ce que c'est la capacité thermique massique de l'eau qui est plus élevée? Ouais, exact. Puis on s'entend que de l'air, dans le fond, ça te prend une plus grande quantité d'air pour faire déplacer. Si tu avais à transférer de l'air entre ton aréna puis ton building qui est à côté, ça te prendrait des méchants docks puis beaucoup de pertes associées à ça. Alors qu'un réseau d'eau, ben, tu as besoin de petits tuyaux pour faire passer la même quantité de chaleur. Donc oui, c'est lié avec la capacité thermique massique. OK. Fait que l'eau est capable d'absorber plus d'énergie que l'air. Ouais, puis il y a exact. aussi la capacité à déplacer ce fluide-là. OK. Puis moi, j'aurais une question. Je veux pas, notre podcast est axé sur l'aspect environnemental. Puis, quel est le lien qu'on peut faire entre efficacité énergétique et environnement? Quels sont les bienfaits pour l'environnement, mettons? Ouais. Dans le fond, l'efficacité énergétique, là, on s'entend que l'énergie, c'est une ressource qui est limitée. On a des ressources limitées sur la Terre, on a des besoins qui sont en croissance. On regarde au Québec, là, il y a un bon rapport que vous pourriez lire aussi là, sur l'énergie, c'est l'état de l'énergie du Québec qui est fait de mémoire à chaque année par le HEC. Puis là-dedans, il donne certaines stats. La population au Québec a monté de 17 % de 2000 et 2021. Au niveau économique, notre PIB a monté de 40 %. Donc, on comprend que la société, il y a de plus en plus de besoins au niveau de l'économie. Au niveau de la consommation énergétique totale, ça a monté de 7 % entre 2000 et 2021. De 7 %, mais on a augmenté de 14 % la population, donc on consomme 17, on consomme moins d'énergie ou de... Exact. Donc, la consommation d'énergie par habitant a baissé de 9 % entre 2000 et 2021. Ça, c'est lié en partie avec l'efficacité énergétique, l'amélioration des technologies. Puis, dans le fond, quand on parle d'énergie, ben, la production de cette énergie-là est liée avec nos émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Donc, pour créer de l'énergie, soit on l'utilise via le gaz naturel, soit on l'utilise via le propane, soit on l'utilise via l'essence, ou on peut l'utiliser via l'électricité. Mais même l'électricité, il y a des GES qui sont associés à ça aussi. OK, mais dans quelle mesure? Moi, mettons, je joue l'avocat du diable parce que pour moi, l'électricité au Québec, c'est de l'hydroélectricité. Et dans ma tête, l'hydroélectricité, c'est une électricité verte. Puis là, tu me dis qu'il y a des GES qui sont émis. Il y a des GES qui sont associés à ça. On est chanceux au Québec, effectivement, avec l'hydroélectricité. C'est quelque chose qui est très, très rare dans le monde. Là. On est à peu près à 99, entre 90 et 99 % décarboné au niveau de notre production électrique. Par contre, il y a des enjeux au niveau de la pointe électrique. Ça veut dire que notre production versus notre consommation, ça ne suit pas pendant certains moments durant l'année. OK. En hiver, entre autres, quand il y a les fameuses pointes, puis là, tout compris. Faut pas partir la lave-vaisselle. T'as tout compris. Il fait moins 40 dehors, tout le monde arrive chez eux à 6 heures, partent leurs électroménagers, partent le chauffage dans le piton, les industries continuent à opérer. C'est là qu'on va avoir une pointe de consommation. Et là, quand ça arrive, on peut plus produire seulement avec ce qu'Hydro a comme capacité avec les barrages hydroélectriques. Il faut qu'Hydro s'alimente sur les marchés spot, donc les marchés alternatifs, des provinces ou des États avoisinants. Donc, ils vont s'approvisionner en Ontario, ils vont s'approvisionner dans l'Est, puis ils vont s'approvisionner dans les États-Unis. OK. À ce moment-là, la production d'énergie faite par les autres provinces est faite à partir de diesel souvent ou de combustibles fossiles. Donc, l'énergie qu'on consomme au Québec n'est pas 100% verte. Puis, au Québec aussi, c'est pas 100% de l'énergie qui est alimentée par l'hydroélectricité. Il y en a une très bonne partie, mais c'est pas 100% de l'énergie. Puis, un autre point que j'aimerais rajouter aussi, tu sais, l'électricité, si on la consomme pas, on peut la vendre. T'sais, en ce moment, ils ont fait des lignes là, pour alimenter, je pense que c'est l'État de New York. Oui, exact. Donc, toute l'énergie qu'on arrive à économiser ici, on peut la vendre ailleurs, dans un autre État, dans une autre province. T'as tout compris. Qu'eux autres peuvent utiliser. Ils utilisent notre énergie verte au lieu d'utiliser leur énergie fossile qui provient de sources fossiles. Exact. Ça, c'est un autre... c'est pour ça, entre autres, qu'on est capable d'en vendre une bonne partie. C'est que notre profil fait qu'on a certaines pointes en hiver, mais le reste de l'année... L'été, mettons, on subvient aux besoins. Exactement. La seule chose, c'est qu'on a des besoins, on a des volontés de s'électrifier.
Donc, on s'est donné des cibles collectives. Des véhicules électriques, par exemple. T'as tout compris, exact. Puis même dans les bâtiments, on veut aussi décarboner. Il y a encore beaucoup de bâtiments qui sont chauffés au mazout, mettons. Au mazout, au gaz naturel. Bon, comment on fait pour retirer ces énergies-là, ces énergies fossiles-là, pour mettre l'électricité? Mais si on met 100% électrique, ben là, juste pour combler la pointe, on n'est pas capable d'électrifier d'autres bâtiments pendant 80% de l'année. Ah, c'est ça. Donc, il faut essayer de trouver le juste milieu entre ça. C'est d'ailleurs pourquoi Hydro-Québec et Énergir ont fait un tarif Biénergie récemment. OK. Tarif Biénergie, en fait, c'est qu'ils utilisent le gaz naturel pendant dès qu'il fait moins 12 dehors. Donc, avant ça, c'est électrique. Puis, dès qu'il fait moins 12, certains appareils de chauffage vont partir sur le gaz naturel. OK. Il y a aussi des programmes de demande de puissance, de gestion de demande de puissance. Ça, c'est des programmes qui sont très payants. Donc, Hydro-Québec va dire, dans les plages qu'on a ciblées, si on appelle un événement de pointe, donc on le sait que demain, par exemple, il va faire très froid entre 6h et 9h. Ben, on vous le dit à l'avance, puis êtes-vous capable de réduire votre consommation ou d'aller, par exemple, partir une génératrice ou d'utiliser du gaz naturel pour compenser puis réduire votre pointe électrique puis nous donner de l'air sur notre réseau. Là, j'ai en tête, je sais pas, je pense à ILO, tu sais, je pense que c'est quelque chose de fait par Hydro-Québec qui permet justement de mieux gérer son énergie, mettons, dans son domicile. Ça fait... Exact. C'est une méthode, c'est quoi, c'est un logiciel, c'est quoi? Oui, ILO, c'est du contrôle que Hydro-Québec fait à distance. Je me demande si c'est pas même avec l'intelligence artificielle. Ça, faudrait demander plus à Hydro à ce niveau-là. Mais ils font baisser, dans le fond, la température sur votre thermostat. C'est des thermostats intelligents, donc ils s'adaptent en fonction de la température extérieure puis de la demande d'Hydro. C'est bien. J'ai fait un projet à l'école sur ILO où est-ce qu'on reproduisait un peu leur système. Là. C'était un truc en informatique, mais... Dans le fond, ils proposent des défis. Puis là, l'utilisateur peut accepter ou refuser le défi. Et si tu acceptes le défi, ben là, tu as des gains associés à ça. Tu peux faire des gains monétaires. Tu fais des économies. Tu vois, tu connais mieux ça que moi. C'est pour ça que j'ai fait un projet complet là-dessus. Fait que je le sais un petit peu. Mais ça peut être intéressant pour les consommateurs parce qu'à la fin de la saison, tu as un retour en argent monétaire. Fait que tes efforts sont vraiment quantifiés. Exact. Donc, fait que là, avec ILO, c'est vraiment plus au niveau... c'est de la programmation, comme tu le disais, mais tu peux l'avoir au niveau vraiment des industries où est-ce que les autres peuvent le faire manuellement ou se mettre leur propre système de contrôle qui va dire, OK, j'ai un appel de demande de puissance, donc de GDP, je pars ma génératrice ou je baisse les lumières dans certains secteurs ou je déplace ma charge. Donc, il y a différentes stratégies pour ça, mais ouais. Puis moi, tu as parlé tantôt justement des pointes qu'on n'est pas capable de subvenir à nos besoins avec justement, exclusivement, mettons, les installations d'Hydro-Québec. Mais as-tu une ordre de grandeur? D'à quelle fréquence ça survient, ça? Ça arrive pas très souvent. Ça arrive quelques fois dans l'année. Je vais vous donner un exemple pour donner des chiffres là-dessus. Là. 3 février 2023, on a eu 43 000 mégawatts versus une demande de 43 000 mégawatts versus une production de 37 000 mégawatts. OK, voilà. La différence entre les deux... Habituellement, ça laisse à environ combien notre consommation en puissance? Notre consommation en puissance, je ne saurais pas te dire c'est quoi la moyenne, mais en hiver, c'est rare qu'on va défoncer. OK. Mais pour vous donner une idée là, de l'écart entre les deux, là, entre 47 000 et 37 000, ça représente à peu près 4 fois la Romaine. La Romaine, c'est 4 barrages. C'est 4 de nos plus gros barrages qu'on a hydroélectriques. Donc, c'est 4 fois la demande de la Romaine qu'on a eu à subvenir sur le marché alternatif. C'est immense. C'est quand même énorme. Fait que là, on a dû acheter, pour éviter des pannes de courant, on a dû acheter notre électricité ailleurs, sur les marchés spot, qui eux autres ont pas mal plus d'émissions de GES que notre énergie propre. Donc, il y a il y a vraiment les pics énergétiques. Ouais. Première raison pourquoi il faut faire de l'efficacité énergétique. Deuxième aussi, je pense qu'en ce moment, il y a eu beaucoup de demandes pour des blocs énergie, là, donc des industries qui veulent se décarboner, ils veulent électrifier. Ouais. Et là, ils se voient refuser leur bloc énergie parce que Hydro-Québec n'a pas la capacité de leur fournir cette électricité-là. Exact. Donc là, si on arrive à mettre en place des mesures d'efficacité énergétique qui permettent de réduire notre consommation, mais là, on a plus d'électricité qu'on peut vendre à des industries et donc décarboner par le fait même. Exact. Ça, c'est un autre... Tu parlais de ça, puis effectivement, c'est une nouvelle loi qui est rentrée en 2022, la loi numéro 2, qui dit que chaque branchement de 5 MW et plus
doit être approuvé par le ministère de l'Énergie. À cause que leur capacité, je veux dire, c'est saturé pratiquement, dans le fond. Là. Exact. Donc, on est rendu au Québec à dire qu'on empêche certaines personnes, on n'empêchera pas, mais on va limiter. Le restreint, c'est exact. ça. On va restreindre un peu ou on va dire, ben, tu sais, prouve-nous que tu fais de l'efficacité énergétique, prouve-nous que tu fais pas juste prendre notre énergie puis la gaspiller, donc que tu le fais de façon intelligente, puis on va t'autoriser ou on t'autorisera pas. Puis là, mettons, moi, je pense à potentiellement changer de char pour un char électrique. Puis là, moi, quand je suis en train de voir ça, là, toutes nos voitures électriques nécessitent d'être chargées. Ouais. Fait que là, nécessairement, de plus en plus de gens vont avoir une borne chez eux. Il va y avoir de plus en plus de bornes publiques. Mais est-ce qu'il y a la capacité, justement, à alimenter toutes ces potentielles bornes-là? Ça revient à ce qu'on parlait tantôt. On a la capacité en période hors pointe. Ah, c'est ça. L'enjeu est vraiment au niveau de la pointe. Donc, ce qui risque d'arriver, puis là, je travaille pas chez Hydro, mais peut-être qu'il va y avoir une tarification qui va être modulante en fonction de l'heure à laquelle tu utilises ton énergie. Donc, pour ton auto, puis ton auto va pouvoir devenir une batterie aussi. Ça, c'est l'avantage que tu vas pouvoir avoir, c'est que tu vas pouvoir, par exemple, en période hors pointe, charger ta voiture, puis quand tu arrives en période de pointe, décharger ta voiture pour alimenter ta maison, par exemple. OK. Ça, c'est quelque chose qui pourrait s'en venir éventuellement. Mais c'est sûr qu'Hydro-Québec va falloir qu'il se pose la question, puis c'est sûr qu'il se la pose déjà, à savoir comment on fait pour limiter la consommation quand on n'a plus de capacité. Mais ça serait vraiment super, ça, parce qu'en ce moment, un des enjeux, surtout avec les énergies renouvelables, l'hydroélectrique, c'est pas pire, là, mais si on parle plus d'éolien et de solaire, c'est très intermittent comme énergie. Donc, il faut avoir des moyens de stockage associés à ça. Puis c'est là que ça devient complexe de stocker beaucoup d'énergie. Exact. Mais là, si chacune des autos des citoyens deviennent une genre de batterie de stockage, on est loin d'être rendu là, on mais... est encore loin, mais exact. quand même, ça pourrait être un beau concept. C'est l'autre chose, tu me demandais tantôt, Eric, c'est quoi le lien avec les GES puis avec l'environnement? Ouais. Ben, tu sais, produire des nouvelles centrales hydroélectriques, là, oui, c'est vert, des centrales hydroélectriques, une fois que c'est construit. Exact, La construire, on s'entend, il faut que tu amènes des matériaux là-bas. Tu détruis des milieux naturels aussi. Tu détruis des milieux naturels, tu vas inonder des terres, tu vas amener du béton, tu vas amener des métaux, tu vas amener... Bon, il y a des camions aussi qu'il faut qu'ils se rendent là. Les camions, ils ont des émissions de GES, eux autres aussi. Donc, il y a quand même... des émissions qui sont liées avec la construction. Puis là, on parle d'hydroélectricité, mais si on parle de solaire, il y a ça aussi. Les batteries, on en a parlé un peu aussi, là. Les batteries, c'est fait à partir de certains matériaux, comment on recycle tout ça. Donc, la production d'énergie, même si elle est considérée renouvelable et verte, il y a des GES qui sont associés à ça. Ouais. L'énergie la moins chère, la moins polluante, c'est l'efficacité énergétique. Ah, ouais. Ouais. Puis là, on a beaucoup parlé, tu sais, moi, concrètement, ce à quoi je pense, on a parlé un petit peu tantôt, mais mettons, notre maison, on peut faire des efforts d'efficacité énergétique là-dedans, mais mettons, dans un day-to-day, là, pour chaque citoyen, où est-ce qu'on consomme de l'énergie pour notre transport, mettons, justement, aller au travail, notre maison, justement, se faire à manger, la chauffer. Exact. C'est pas mal ça, le principal. Dans le fond, ta facture énergétique en tant que citoyen, tu as 55% qui s'en va dans le transport, 44% qui s'en va dans l'habitation. Ah ouais. Hey, 55% dans le transport. Ta facture énergétique. Mais on se rappelle que l'énergie au Québec, pas l'énergie, mais l'électricité ne coûte pas très cher. Ouais. Donc, ton habitation, oui, ça représente beaucoup, mais ça coûte pas mal moins cher. Ton gaz que tu mets dans ton auto, il coûte quand même assez cher. Ouais, ça, c'est pas converti en mégajoules, par exemple, ou c'est vraiment monétaire. Là. Ouais, c'est vraiment monétaire. Ça, c'est vraiment au niveau de ta facture énergétique. Là-dessus, après ça, pour ton habitation, tu as à peu près 54% de ton énergie qui s'en va dans la climatisation et le chauffage. On est au Québec, plus de la moitié, plus de la moitié, dans le fond, de notre facture d'Hydro-Québec est associée au chauffage puis à la climatisation. Puis c'est très particulier à notre climat ici. Tu t'en vas en Californie, tu t'en vas en Floride, c'est l'inverse. Eux autres, c'est des pointes en climatisation, c'est pas des pointes en été. T'as à peu près 20% qui s'en va sur ta consommation d'eau chaude. Fait que ce soit pour ta douche ou pour peu importe. T'as à peu près un 18% qui s'en va sur tes appareils électroniques, tes électroménagers, donc tes frigos, poêles, etc. T'as 5% à peu près en éclairage. T'as 3% sur autres. Ça, c'est typiquement, ça ressemble à quoi? Évidemment, si t'as une piscine, puis que tu chauffes, ton mix va changer un peu. Si tu as de l'éclairage qui n'est pas efficace, ton mix va changer un peu. Mais grosso modo, ça ressemble à ça. Puis là, j'ai en tête là, d'avoir entendu, mettons, certains ministres, Fitzgibbon, dire à un moment donné, ou peu importe, dans les médias, tu sais, il faut comme faire attention, mettons, le moment qu'on part notre lave-vaisselle.
Mais tu sais, à quel point c'est réaliste, à quel point c'est gros l'impact ou la différence que ça va faire de, mettons, jauger l'heure à laquelle je pars mon lave-vaisselle, puis est-ce que c'est un effort que moi, je devrais faire de mon côté, y penser, ou ça peut se faire automatiquement? Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? C'est bon que tu en parles. J'ai des amis qui m'ont parlé, eux autres, qui ont de la famille qui sont en Europe. Ici, au Québec, on n'a vraiment pas cette mentalité-là, mais en Europe, par exemple, si tu pars le lave-vaisselle, nous autres, on le part quand on veut. Ouais. Eux autres, si tu le pars à certaines heures, ils vont te regarder puis ils vont dire « Qu'est-ce que tu fais là? » Ah ouais? Ouais. Au Québec, on a été habitué à ce qu'on ait des surplus énergétiques. Donc, on a construit beaucoup, beaucoup d'énergie, puis on avait des surplus pendant un certain temps. Là, avec les choix qu'on a de décarbonation, avec l'électrification des transports, avec l'électrification des bâtiments, on a les enjeux de pointe que je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Bon, ben dans ce cas-là, oui, ça a un impact quand tu rentres chez toi de dire je vais attendre peut-être à partir mon lave-vaisselle pendant la nuit. Je vais partir ma laveuse pendant la nuit. On s'entend, là, si tu l'as en manuel, c'est un peu compliqué. Ouais. Par contre, la technologie va sûrement s'en venir ou est-ce que ça va être programmable? Voilà. Donc là, ça pourrait être intelligent. Est-ce qu'on va vivre l'époque où est-ce qu'on aura des tarifs qui vont moduler en fonction de l'heure de la journée? Je le sais pas. Dans le résidentiel, c'est souvent la dernière chose qu'on va toucher. On va souvent aller vers l'industriel avant, le commercial. Le résidentiel, c'est toujours un peu plus touché parce que, on veut pas trop monter les tarifs énergétiques. C'est une ressource de fierté aussi là, pour le Québec. Puis dès qu'on touche sur les tarifs énergétiques, on va les monter de bouclier un peu partout. Ouais. Mais c'est sûr que c'est pas incitatif à l'efficacité énergétique d'avoir des tarifs aussi bas. Non, c'est clair, parce que là, ça coûte pas grand-chose. Je pense qu'on est je pense qu'on est la province, en fait, au Canada, où est-ce que ça coûte le moins cher. Donc, si ça sort pas tant que ça des poches des contribuables, ça l'incite pas à réduire. Hein? Exact. Ben, en fait, c'est que ton rendement est moins bon. Fait que, tu sais, changer ton éclairage au Québec, changer ton éclairage en Californie, ça coûte sensiblement la même chose au début. Mais si ton coût d'énergie est plus haut en Californie, tu vas sauver plus sur ton énergie pour chaque kilowattheure. Tu rentabilises ton investissement plus rapidement. Exact. Puis tu disais qu'on est dans les places où est-ce que ça coûte le moins cher. Pour vous donner une idée, là, les Québécois, en moyenne, on paye 7,59 cents le kilowattheure. Le reste du Canada, on est à 17,9 cents. Ouais. Puis si on regarde ailleurs, parce que le Canada est encore faible, par d'autres pays du G7, États-Unis 23,3. Fait que ça, c'est plus que 3 fois plus que nous, on paye. Là. Ouais, à peu près 3 fois plus. Puis là, je te parle pas de l'Europe avec la France puis l'Allemagne. La France, 37,8 puis l'Allemagne, 54,1. Ouf! Mais merci de me donner ces chiffres-là parce que, en tout cas, moi, personnellement, je le réalisais pas à quel point notre électricité est vraiment pas chère, tu sais. Ben, pas cher. Puis elle est presque toute décarbonée. Donc, on est un espèce de paradis de l'énergie au Québec qui est assez spécial. Par contre, ça veut pas dire de ne pas faire attention. On est quand même une des places qui consomme le plus d'énergie par habitant. Ben, c'est à cause que, justement, comme tu dis, peut-être, on n'a jamais eu à se limiter, on a toujours eu trop. Exact. Fait que là, c'est de changer ça, là. Exact. C'est un changement de paradigme qu'il faut faire. Donc, c'est sûr que quand le ministre commence à parler de ce genre de trucs-là, c'est un peu difficile parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'est fait dire, tu sais, justement, qu'on avait de l'énergie en masse, que notre énergie était propre. Puis là, ben, on fait un peu ce qu'on veut avec, mais il faut l'utiliser de façon efficiente. Okay. Puis là, si on revient à nos dépenses énergétiques, plus au niveau de la maison, là, tu disais, je pense, 54% associés au... Chauffage clim. Chauffage clim. Ouais. Donc là, j'imagine, si on veut faire de l'efficacité énergétique dans nos bâtiments, c'est comme la première place où regarder. Effectivement, c'est une des premières places où regarder. Puis vous avez probablement vu aussi là, la montée des thermopompes aussi. Là. Ouais. Ouais. On entend des subventions passives, des incitatifs. Donc, des thermopompes, en fait, c'est pour le chauffage et la clim. Puis ce que ça fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça prend avec un circuit de réfrigérant, un circuit thermodynamique à l'intérieur, qui permet de prendre la chaleur d'un milieu puis l'envoyer vers un autre milieu. Donc, le réfrigérant va prendre la chaleur d'un côté puis va, selon le processus thermodynamique, avec la compression et tout, ça va la rejeter dans un autre milieu. Donc, les thermopompes qu'on a souvent à la maison, c'est des thermopompes aérothermiques, donc à l'air. Donc, il y a une composante qui est à l'extérieur qui va soit prendre l'air chaud de dehors, le rentrer à l'intérieur, ou prendre l'air chaud de l'intérieur de la maison et l'envoyer à l'extérieur pour climatiser. Fait que est-ce que ça peut carrément remplacer un climatiseur dans une maison? Oui, exact. Ouais. Ça a le même effet qu'un climatiseur, en fait. Puis avant, on avait des thermopompes qui n'étaient pas réversibles, donc on les utilisait seulement en clim. Maintenant, les thermopompes sont réversibles. Par contre,
comme vous pouvez vous attendre, là, on prend de la chaleur de l'extérieur. À moins 20, moins 40, il y en a moins en moins. Ouais. Fait qu'il y a souvent une température où est-ce qu'on n'est plus capable d'utiliser ces thermopompes-là, puis leur rendement diminue avec la température. Donc, pour vous donner une idée du rendement, là, une thermopompe, c'est ce qu'on appelle un COP, qui est un coefficient de performance, qui dit que pour chaque kilowattheure électrique, on a un certain rendement. Donc, en été ou en moyenne, on a un COP d'à peu près 2 ou 3 pour une thermopompe. Ce qui veut dire que pour chaque kilowattheure électrique que je rentre dans ma thermopompe, j'en ai 2 ou 3 qui me sortent en chaleur. Ah ouais, donc, comparativement à ce qu'une plainte de chauffage nous aurait donné. Une plainte, c'est un COP de 1, donc une efficacité de 100%. Donc pour chaque unité, presque, là, c'est peut-être 99,9, mais il n'y a presque pas de perte, mais on n'a pas un boost qu'une thermopompe peut te donner. Par contre, la thermopompe, quand on arrive avec des températures de moins 10, moins 20, quand on arrive à moins 20, elle est pas mal autour de 1. Donc aussi efficace qu'une plainte électrique. Puis quand on tombe en bas de ça, elle ne fonctionne plus. OK. Donc là, il faut avoir nos plaintes pour compenser. Donc, il faut garder quand même les plaintes. Ça peut pas les substituer à 100%, mais ça peut quand même les substituer peut-être 80%. Exactement. Okay. Donc, c'est très efficace à ce niveau-là. Puis au niveau de la clim, c'est la même chose. Donc, on a encore le bénéfice d'avoir le 2 ou le 3. Puis l'avantage qu'on a, c'est que on veut enlever de la chaleur. Donc, on n'est pas à moins 20 puis à moins 30 dans notre maison. Là. Okay. On est à peu près à 20 qu'on veut garder. Donc, on va enlever le delta entre le 40 ou le 30 puis le 20. Okay. Puis le reste, on va l'envoyer à l'extérieur. Puis là, si jamais, je sais pas, moi, il y en a qui nous écoutent puis qui viennent de s'acheter une maison ou qui ont une maison puis qui seraient intéressés d'avoir une thermopompe, combien ça peut coûter? Puis est-ce que c'est rentable d'acheter une thermopompe? Y a des aides financières pour ça? Il y a des aides financières. Il y a beaucoup d'entreprises, c'est rendu pas mal plus accessible que ça l'était. Les prix, je les ai pas sur le bout de mes doigts. Mais ça sera à y penser parce que ce qu'on regarde souvent, par contre, c'est le prix initial. Ce que j'inviterais les gens à faire, c'est de regarder combien ça va coûter sur 5-10 ans. Ouais, c'est ça. Parce que la durée de vie de la thermopompe est... C'est à peu près 15 ans, une thermopompe. 15 ans, OK. Ouais. Fait qu'avec un certain temps, sur la durée de vie utile de la thermopompe, là, pas mal sûr que ça va être... Mais il existe probablement des calculateurs en ligne là, que Hydro-Québec fait ou que d'autres... sûrement. Puis les vendeurs, il y en a beaucoup là, d'entreprises qui vendent des thermopompes. J'en entends beaucoup parler en tout cas de thermopompes. Ça revient souvent, je trouve. Il y a des pubs dans les radios aussi. Donc, je suis sûr qu'avec eux, puis il y a des subventions qui existent aussi. Là, donc, Puis si mettons, là, on dit, OK, on change nos paradigmes, on adopte des bonnes pratiques en matière d'efficacité énergétique, combien est-ce que ça pourrait nous faire sauver en pourcentage, disons, sur notre consommation totale? Oui, ça, c'est la question. Puis je dirais que chaque projet est un peu au cas par cas. OK. Par contre, ça dépend des mesures que vous allez mettre en place. Premièrement, ça dépend de l'état de votre situation actuelle. Puis après ça dépend des mesures que vous mettez en place. Il y a des mesures qui vont avoir des retours sur investissement très longs, puis il y en a qui vont être relativement courts. Si vous êtes dans du déjà efficace, ça va être assez difficile de s'améliorer. T'as moins de gains, c'est ça? T'as moins de gains que quelqu'un qui part de généralement, là, une maison typique au Québec, on peut peut-être parler d'une amélioration de 20% sur sa consommation énergétique. OK, quand même. Parce que la majorité des maisons sont actuellement bâties, donc ne sont pas bâties aux nouvelles normes de construction. Ouais. Donc, ultimement, c'est ces gains-là... En fait, c'est la réduction de ta facture énergétique qui fait en sorte que monétairement, ça devient viable de justement faire des efforts en efficacité énergétique parce que tu viens te repayer avec les économies que tu fais. Exact. C'est juste que le gros frein qu'on a, c'est l'investissement initial. Exact, ouais. C'est pour ça qu'il y a des subventions qui existent sur le marché puis qu'il y a beaucoup de programmes qui viennent, que ce soit des utilités publiques, donc les Hydro-Québec, les Énergir, les gouvernements, donc le gouvernement du Québec, le gouvernement même fédéral, le gouvernement du Canada. Des fois, il y a même des municipalités qui mettent des programmes d'efficacité énergétique en place. Donc ça, c'est de regarder un peu. Puis souvent, le contracteur avec qui vous allez faire affaire, si c'est des mesures d'envergure, là, si on parle de juste remplacer son éclairage, on va à Quincaillerie, c'est facile. Mais si on fait affaire avec un entrepreneur, lui, normalement, est assez au courant des subventions qui existent. Peut aider à faire baisser la facture. Puis là, on a parlé de thermopompes, mais je viens de me rappeler d'un reportage que j'avais écouté, que je pense que c'était Environnement Canada qui avait fait ça, ou le ministère de l'Environnement au Québec, en tout cas un des deux. Puis c'était super intéressant. Ils ont pris un drone et ils ont survolé la ville de Montréal avec un drone qui avait une caméra thermique. Et là, ils voyaient les pertes de chaleur des différents bâtiments en fonction de soit leur âge ou de la façon dont ils ont été construits. Donc, j'imagine qu'il y a aussi
oui, il y a la thermopompe, faire des échanges, tout ça, mais il y a aussi l'isolation qui rentre en ligne de compte. Ça, c'est clair. Puis ce que j'aime beaucoup mentionner, puis j'invite les gens à aller voir ça aussi, là, il y a une pyramide des besoins énergétiques. OK. C'est Énergir qui a développé ça. Moi, je trouve ça fabuleux comme concept. La pyramide de Maslow, vous connaissez ça, les besoins, là? Le nombre du vaguement de quoi, là? Un peu. En fait, c'est que chaque étage, dans le fond de ta pyramide, permet d'aller vers un étage supérieur. OK. Si t'as pas la base, tu peux pas construire ta pyramide. Nous, la base, c'est dormir, se nourrir, tout ça. Exact, ça c'est la pyramide. pyramide de Maslow. Ouais. Puis à la fin, t'as comme les besoins plus existentiels, là, à savoir ton bonheur, etc. Mais si t'es pas capable de te nourrir puis de te loger, Tu peux pas monter t'y les arriveras échelons. pas. OK. Pour l'efficacité énergétique, la première étape, c'est ton enveloppe. OK. T'auras beau avoir, t'auras beau avoir les meilleurs systèmes électromécaniques, de chauffage, de clim, de peu importe. Si ton enveloppe est pas bonne, tu prends ton énergie puis ta pitch dehors en bon Là, français. concrètement, ton enveloppe, tu parles les murs, mettons, d'un Les bâtiment. murs, les là. maisons, les mesures, les murs, les Fenêtres. portes, les fenêtres, OK. la toiture, tout ça. Puis tes déperditions aussi autour de tes fenêtres puis de tes portes. Ben, c'est ça. Je pense que c'était. En tout Ton cas, infiltration, ouais. de mémoire, c'est par là qu'il y avait beaucoup de chaleur là, qui sortait. Là. Exact. Donc ça, c'est la première étape de ta pyramide. Si tu montes après ça, là, c'est d'utiliser des systèmes de production efficaces. Puis après ça, tu t'en vas vers la production efficace. Donc là, si tu veux te mettre des capteurs solaires, des panneaux photovoltaïques, ce genre de trucs-là, là, tu peux aller vers ça. Puis après ça, ben, là, tu t'en vas vers les nouvelles technologies, puis tu fais des tests, puis ce genre de trucs-là. Mais la première étape, c'est ton enveloppe. Puis souvent, les gens, quand ils vont penser efficacité énergétique, ils vont penser à quoi? Panneaux solaires. Panneaux solaires, c'est Non, pas ouais, de l'efficacité directement. énergétique. C'est de la production efficace. Donc, quand on pense efficacité énergétique, ça devrait être une des dernières choses qu'on regarde. Pourtant, c'est visuel, donc c'est ça qu'on regarde en premier. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un peu abstrait comme concept, là, l'efficacité énergétique. Ouais, Mais c'est pas tangible. Là. On peut pas dire. Tu pointes pas un objet et tu dis c'est ça l'efficacité énergétique. là. Non, puis tu sais, les gens vont pas voir... En fait, dans une maison, tu vas voir ta plainte électrique, mais tu vas pas voir dans les bâtiments tes salles mécaniques, où est-ce que tu vas voir tes chaudières de chauffage, tu vas voir tes systèmes de ventilation, tu vas voir... tu fais des réparations dans un bâtiment, c'est une des dernières choses auxquelles tu vas toucher. Ouais. Mais c'est ça ton cœur de ton bâtiment qui alimente puis qui consomme de l'énergie. Mais je trouve ça cool que tu mentionnes que l'enveloppe, c'est vraiment la base de tout. Puis, tu sais, tant qu'à moi, tu sais, ça demande pas des technologies révolutionnaires. Là. Non. Tu sais, je veux dire, des fenêtres, je sais pas, t'assurer que tes fenêtres, tes portes sont étanches. Par contre, ça coûte cher. Ah, ouais, c'est ça. la l'enjeu, mesure hein. qui coûte le plus cher. Donc, c'est la mesure qu'on devrait prioriser Ouais. pour améliorer notre efficience énergétique, donc réduire notre consommation, mais c'est ce qui coûte le plus cher. Les retours sur investissement sur l'enveloppe sont souvent autour de 10, 15, 20 ans. Ah, c'est long. Ouais. Ouais. Ce qu'on recommande, par contre, sur les mesures d'enveloppe, c'est quand on est rendu à faire des changements. Il y a un bris, il y a de la moisissure dans le mur ou peu importe. Là, ça vaut le temps parce que ton coût initial, anyway, tu aurais investi pour changer ta fenêtre. Tu aurais investi pour changer Ouais, ton... c'est ça. Là, ton surcoût pour mettre de quoi d'efficace, c'est juste ça que tu considères. Tu payes 1000 $ de plus pour avoir quelque chose qui va être efficace, dans le fond. Exact. Au lieu de payer ton 5, 10 000, 15 000, D'une 20 000 shot. dollars d'une shot, que là, ben, il faut que je strippe mon mur, que je remplace mon isolant. Ouais, mais là, il fallait que je le fasse anyway. Donc, ça vaut peut-être la peine de le considérer dans ce cas-là. Puis moi, on parle beaucoup des particuliers, mettons, des citoyens, Ouais. chez nous, notre maison, notre logement, par exemple. Si on pense aux industries, je veux dire, les industries, nécessairement, comme on l'a dit d'entrée de jeu, c'est des grands consommateurs énergétiques. Ça peut ressembler à quoi, l'ampleur de leur tâche par rapport à ça, puis, comment dire, les améliorations qu'ils peuvent porter à manière d'efficacité énergétique, ça peut ressembler à quoi? Ce qui est drôle, c'est que ça va ressembler quand même aux mesures que tu vas mettre dans une maison que les Ok. particuliers vont faire. La seule chose qui différencie, c'est que c'est une envergure qui est pas mal plus grande. Ouais. Donc, au niveau des retours sur investissement, au niveau des pourcentages d'économie, c'est similaire. Au niveau des mesures que tu peux mettre, tu as une grosse usine de pâte et papier, tu as une grosse usine de thermoplastique, ben, tu as une enveloppe. Ouais. Puis tu as de la production de chaleur, Voilà. puis tu as de la production de foie, puis tu as ton eau domestique, puis tu as de l'éclairage. Bon, fait que c'est toutes des mesures que tu peux mettre en place. Maintenant, tu as le procédé aussi. C'est ça. Le procédé, comment tu es capable d'améliorer ton énergie. En fait, comment tu es capable d'utiliser moins d'énergie pour procéder, pour faire la même chose en bout de ligne. Ou de la réutiliser, ton énergie, Ou comme de on la parlait. réutiliser. Voilà. Exact. Tu as du thermoplastique, tu as besoin de
full de chaleur, es-tu capable de réutiliser les rejets de chaleur? Parce qu'il va falloir que tu l'évacues, ta chaleur, après ça. Ben, es-tu capable de la réutiliser pour chauffer ta bâtisse? Il y a sûrement des industries à des places qui sont ultra performantes et qui utilisent 80-90% de leur chaleur. S'ils sont capables à 100%, tant mieux, mais ça m'étonnerait qu'on soit rendu là. Super. Ça faisait-tu le tour de tes questions, Eric? Ben oui. Moi aussi, mais Ouais. tu sais, je pense que ce que je garde en tête finalement de l'efficacité énergétique, c'est que en ce moment, on consomme de manière non optimale, puis on laisse de l'argent sur la table, on laisse de l'énergie sur la table qu'on pourrait utiliser pour faire autre chose, et que là, on la perd par nos bâtisses ou par de l'isolation qui est pas bien fait, quand on pourrait utiliser cette énergie-là pour faire autre chose d'utile. Exact. Donc, c'est Et pas... réduire nos GS à travers tout ça. et Et donc ultimement- améliorer l'environnement, exact. Toi, de ton côté, y avait-il d'autres éléments que tu trouvais pertinents de mentionner par rapport à l'efficacité énergétique? Je pense que c'est bon, les gars. On a fait un bon tour d'horizon quand même. Ouais. Puis là, ben, on a une meilleure vue d'ensemble sur c'est quoi l'efficacité énergétique. Tant mieux. Merci beaucoup, Philippe. Merci Yes. à vous autres. Un gros Merci pour merci. l'invitation.